Bonjour à tous, nous sommes arrivés en bas de la page 7, c'est-à-dire une autre explication relative à la crise de 1929, l'étalon de change or, le Gold Exchange Standard. De 1870 à la Première Guerre mondiale, c'est le règne de l'étalon or. En fait, les principales monnaies sont convertibles en or à un prix fixe auprès de la banque centrale émettrice de la monnaie. Pour garantir cette conversion, la banque centrale est obligée de détenir des réserves en or. Chaque monnaie ayant ainsi une parité fixe par rapport à l'or, les taux de change entre les monnaies sont stables. Toutefois, cette stabilité monétaire s'est accompagnée d'une grande instabilité des prix de la production et de l'emploi. En effet, lorsqu'un mouvement de conversion en or d'une monnaie fait baisser le stock d'or de la Banque centrale ou menace de le faire baisser, la Banque centrale est tenue d'appliquer des politiques très restrictives, c'est-à-dire par exemple d'augmenter les taux d'intérêt pour faire baisser la demande de monnaie. Vous l'avez donc compris, pour émettre de la monnaie, il faut détenir des stocks d'or. Et quand les stocks diminuent, la monnaie locale en circulation doit elle aussi diminuer en quantité. Ce système fonctionnait très bien. Imaginez par exemple en France en 1880 que la Banque centrale veuille émettre davantage de monnaie. Donc elle peut le faire en baissant ses taux, mais la seule condition pour qu'elle puisse le faire, c'est qu'elle détienne en parallèle des stocks d'or permettant cette émission de monnaie supplémentaire. Inversement, si par exemple par rapport aux échanges commerciaux, le stock d'or en France a baissé, dans ce cas-là, il doit y avoir moins de monnaie locale en circulation, moins de francs. Dans ce cas-là, la Banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt pour qu'il y ait moins de monnaie en circulation. C'est ce que je vous ai mis sur le dessin. Vous voyez, il y a un petit peu moins d'or, donc forcément le franc est erroné, il y a moins de francs en circulation. Ce système va donc perdurer jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ensuite, les pays l'abandonneront car ils auront besoin d'émettre beaucoup de monnaie sans aucune corrélation avec l'or pour financer la guerre. Donc ce système va être abandonné. Juste après la guerre, en 1922, la conférence internationale de Gênes va déboucher sur un retour de l'étalon or. Mais la convertibilité sera limitée. En effet, les États tels que la France au départ qui n'ont pas de stock d'or suffisant peuvent couvrir leur monnaie par la détention de devises de pays qui ont des stocks d'or en garantie. Par exemple, les États-Unis. Ce système s'appellera le système de l'étalon change ou alors le Gold Exchange Standard. Pour faire simple, le Gold Exchange Standard est un régime de change fondé sur l'existence d'une ou plusieurs monnaies convertibles en or. Dans notre cas, ce sera le dollar, puis la livre sterling anglaise, et à partir desquelles des parités de change fixes des autres devises sont calculées. Ainsi, un franc vaut autant de dollars ou vaut autant de livres sterling. Ce système est établi dans le but de réduire l'usage de l'or. En effet, il y a moins d'or en circulation, et les États sont donc invités à détenir une partie de leurs réserves sous forme de devises convertibles en or, c'est-à-dire le dollar et la livre sterling. Donc si les Français veulent avoir de l'or, il faut d'abord qu'ils échangent des francs contre des dollars ou des livres sterling et ensuite les convertir en or. Nous allons maintenant répondre aux questions 2, 3 et 4. Donc la première, pourquoi le système de l'étalon or ne peut plus être rétabli en 1918? Vous avez bien compris qu'il y a une pénurie d'or dans le monde et un déséquilibre de ceux qui ont des stocks d'or. Certains pays en ont beaucoup comme les États-Unis, d'autres en ont beaucoup moins comme la France. Donc certains pays ont des réserves d'or importantes, voire même trop importantes, alors que d'autres en sont totalement ou quasiment totalement dépourvus. L'or ne peut plus jouer le rôle qu'il jouait auparavant. Réponse à la question 3. Si l'or n'est plus suffisant pour assurer le rôle d'étalon, quelle solution est alors trouvée? Donc certaines monnaies fortes peuvent jouer le rôle d'étalon en tant qu'étalon. En pratique, 2 monnaies seulement peuvent jouer ce rôle. Il s'agissait du dollar et dans une moindre mesure de la livre sterling. Que mettent en place les accords de Gênes? Ils mettent en place 2 choses. D'une part, les pays qui ont des réserves importantes d'or comme les Américains et les Anglais
Ces pays peuvent continuer à se fonder sur l'étalon or, donc leur monnaie est convertible en or. Toutefois, il y a quand même un petit problème, c'est que la convertibilité intérieure est supprimée. Ça veut dire qu'un possesseur de monnaie fiduciaire, un Américain ou un Anglais qui a des billets et qui veut les échanger contre de l'or, cela devient impossible. En effet, l'or, comme je vous l'ai dit, étant en quantité relativement restreinte à partir des années 20, il n'est plus question en fait que tout le monde puisse avoir de l'or aussi facilement. Donc en fait, ce qui reste convertible, c'est au niveau international. Donc les banques centrales peuvent donc continuer à effectuer leurs règlements réciproques au moyen de transferts d'or. Et d'autre part, donc les pays qui ont des réserves d'or insuffisantes, comme la France au départ, ont désormais la possibilité de constituer des réserves de change en devises fortes, en or. Donc ça veut dire que les Français peuvent mettre des dollars et des livres sterling de côté pour pouvoir ensuite les échanger contre de l'or. Le dollar et la livre sterling deviennent des monnaies de réserve. Forcément, beaucoup de pays vont vouloir posséder des dollars ou de la livre sterling et principalement des dollars. Donc il va falloir que les États-Unis, par exemple, que les banques américaines consentent des prêts aux banques européennes. Beaucoup de dollars vont alors quitter les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a une faible inflation aux États-Unis dans les années 20. Comme vous pouvez voir sur le graphique, l'inflation est relativement faible. C'est ce qu'on nous demande à la question 5. Quel est le niveau de l'inflation aux États-Unis dans les années 20? Donc si vous regardez sur le graphique, vous pouvez voir que pour les États-Unis, il y a plutôt de la déflation puisque le dollar est surtout exporté. Pour la France, c'est plutôt l'inverse. Attention, ce système a quand même des gros inconvénients, notamment pour les Américains et pour les Anglais, d'ailleurs surtout pour les Américains. En effet, il éloigne la discipline, on va dire, monétaire entre les pays, et des pays comme les Américains vont se sentir en sécurité et avoir un sentiment de puissance puisque leur monnaie sert de réserve. Toutefois, au fur et à mesure que des dollars et des livres s'accumulent dans les avoirs des banques centrales étrangères, la confiance dans la convertibilité en or des monnaies de réserve est remise en question. En effet, on ne peut pas émettre indéfiniment des dollars et assurer que tous les dollars pourraient être ensuite échangeables en or. Il arrive un moment où les Américains n'auront plus assez d'or pour effectuer cette convertibilité. En second lieu, ce qui pose un gros souci, c'est qu'il y a une cassure entre le crédit et l'or. Logiquement, aux États-Unis, pour pouvoir émettre des dollars, il faut avoir la quantité d'or suffisante, donc pour pouvoir faire des crédits. Or là, il y avait une cassure, tout simplement parce qu'une bonne partie de cette monnaie qui avait été créée va être exportée vers l'Europe continentale. Donc du coup, d'une part, il n'y a pas d'inflation, mais en plus, le stock d'or reste aux États-Unis. Donc on peut continuer à créer pratiquement à l'infini de la monnaie. Quel est le risque d'un tel système? Donc c'est la question 6. Amener des tensions au niveau du système monétaire international. Comme vous pouvez le voir, avoir deux monnaies comme ça qui sont privilégiées par rapport aux autres, notamment le dollar, va déstabiliser finalement le SMI. Alors je conçois très bien que cette partie est plutôt complexe, donc vous retenez simplement que le système monétaire international était sans doute mal construit suite aux accords de Gênes et que cela a peut-être provoqué la crise de 29, bien qu'il y ait forcément d'autres causes comme nous avons déjà pu le voir. Et vous verrez également dans l'autre vidéo concernant la crise asiatique que là encore une fois, la parité entre les monnaies est l'une des causes qui a sans doute provoqué la crise asiatique de 1997. Nous pouvons également trouver une autre explication de la crise économique de 1929 à travers la théorie des cycles, que je vous demande de bien connaître. Alors, les cycles économiques, il y a des cycles plus ou moins longs. Le cycle le plus long est celui de Kondratiev, qui a été mis en valeur en 1926. Kondratiev va étudier un petit peu l'activité économique sur de longues périodes et s'apercevoir qu'il y a des cycles généralement assez longs, entre 50 et 60 ans. Dans ces cycles, il y a plusieurs phases. Tout d'abord, une phase d'expansion, où l'activité se développe pendant 20 à 25 ans. Ensuite, il y a une phase brève de retournement de la conjoncture, sur quelques années, et ensuite une grosse dépression de l'économie pendant 20 à 25 ans. Kondratiev va faire cette analyse en constatant l'existence de cycles en analysant l'évolution des prix. Un autre économiste, Joseph Schumpeter, va aller beaucoup plus loin et compléter les travaux de Kondratiev. En effet, il va montrer que les différents cycles correspondent en fait à des phases de progrès et d'innovation importantes qui dopent l'économie, suivies par des périodes peu créatives où dans ce cas-là, l'économie se retourne
Vous avez bien compris qu'il y a toujours deux phases. Une phase A où l'activité se porte très bien, l'économie se développe grâce à l'innovation, puis un retournement, c'est la phase B. Le premier cycle que l'on pourrait mettre en lumière correspondrait à la partie 1790-1850. Ça correspondra en fait au début de la révolution industrielle. Donc ça, ce serait la phase A. Mais il y aurait également une phase B, c'est-à-dire un ralentissement qui a en effet été constaté dans l'économie. Par exemple, pour cette phase B, au niveau de la révolution industrielle, cela pourrait correspondre à une certaine résistance sociale due à l'aggravation des conditions de travail des ouvriers. N'oubliez pas qu'il y a eu les manifestations des ludistes qui avaient peur du progrès technique et voulaient casser les machines. Donc il y a eu un gros recul de l'innovation sur cette période. Deuxième cycle que l'on pourrait mettre en lumière, c'est le cycle 1850-1890. Donc encore une fois, ici, on aurait une phase ascendante et une phase descendante. C'est la deuxième révolution industrielle. Voilà, ensuite, troisième cycle, le cycle 1890-1940, où on aura des grandes innovations, par exemple l'électricité, le pétrole, la chimie, l'automobile, le travail à la chaîne de Taylor et de Ford. Voilà. Ensuite, on aurait également un autre cycle, 1940-1990. Et enfin, un nouveau cycle, 1990, peut-être jusque la crise de 2008. Par conséquent, pour revenir à notre crise de 1929, vous voyez bien sur le cycle 3 que nous sommes arrivés en 1929 à un point de retournement. D'autres économistes, comme Kitchin ou bien Juglar, vont définir des cycles beaucoup plus courts. Par exemple, Juglar prévoit un cycle d'une durée comprise entre 7 à 8 ans, voire 10 à 11 ans. Et les cycles Juglar sont donc des cycles qui sont brefs. Juglar divise d'ailleurs chacun de ces cycles en 3 périodes. Et généralement, il met les banques et le crédit au cœur de ses analyses. Nous venons de terminer la partie présentant les causes de cette crise de 1929. Pour rappel, il y a par exemple le fait que les banques distribuaient trop de crédits, notamment des crédits aux agents économiques qui les utilisaient pour spéculer. Aussi des crédits qui étaient donnés aux agents économiques pour pouvoir soutenir la consommation. N'oubliez pas qu'il y avait une surproduction, un excès d'offres aux États-Unis. Donc en face, il y avait de la demande, mais cette demande était uniquement tirée grâce au crédit. Dans les autres problèmes, il y avait aussi la mauvaise répartition des richesses économiques. C'est pour cela que Keynes a pointé du doigt la propension à consommer par exemple des ouvriers ou des travailleurs pauvres. En fait, ils avaient des revenus qui étaient quand même assez faibles, donc ils ne pouvaient pas consommer comme ils le voulaient. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de crédits à la consommation aux États-Unis. Enfin, on peut également citer un système monétaire mal construit à partir des accords de Gênes en 1922. Vous pouvez ainsi voir sur le document que finalement les banques ont plutôt financé la spéculation, la montée des cours en bourse, plutôt que de financer l'économie réelle. On va donc avoir en 1929 un décrochage entre l'économie réelle et le monde de la finance, comme ça arrive régulièrement dans les différentes crises, la crise de 1997, la crise des subprimes. Le jour où tout a basculé. Le jeudi 24 octobre 1929, des investisseurs constatent qu'il y a un ralentissement économique, notamment dans l'industrie, au niveau de la mécanique et de l'automobile. Ils décident alors de céder leurs actions avant que l'économie ne chute encore plus. De peur que les actions de ces sociétés ne perdent encore plus de valeur en bourse, ils décident rapidement de se débarrasser de ces titres. Il va alors se produire ce que l'on appelle un effet mouton de Panurge. Cela signifie qu'une personne va imiter le comportement des autres. Et effectivement, ce comportement de suiveur va provoquer des réactions en chaîne et va provoquer que beaucoup de titres vont être mis en vente en bourse. En face, il y aura en revanche très peu d'acheteurs. C'est pour ce motif qu'un groupe de banques, un pool bancaire mené par la banque JP Morgan, va se constituer afin d'enrayer la chute des cours en bourse en achetant un nombre considérable de titres. Au début de l'année 1930, ayant une légère reprise économique, le pool de banques va décider de revendre une bonne partie des actions qu'ils avaient achetées. Cela va créer à nouveau un vent de panique qui cette fois-ci sera fatal. À la base, il s'agit d'une crise boursière, mais celle-ci va se transformer en crise financière, puisque n'oubliez pas que la bourse, à la base, a pour objectif de financer l'économie réelle, de financer les entreprises. Je pense que vous avez compris le problème. Les investisseurs qui avaient demandé des crédits action
aux banques ne peuvent pas rembourser puisque les titres ont chuté en bourse, donc ils vont faire des moins-values. Comme ils ne peuvent pas rembourser les banques vont se trouver en difficulté, sans compter que bon nombre d'entreprises vont se retrouver en difficulté par manque de trésorerie. Elles ne pourront pas rembourser les emprunts qu'elles ont demandés aux banques. Les quelques Américains qui avaient fait des dépôts en banque sont très inquiets. Ils vont donc se ruer vers les banques pour retirer cet argent. Malheureusement, les caisses sont vides dans les banques. Finalement, cette crise boursière se transforme également en une crise bancaire puisque plusieurs banques vont alors faire faillite. Réponse à la question 7. Quelles conséquences pour les actionnaires? C'est très simple, ils sont ruinés. Qu'entraîne le krach boursier? Une crise bancaire. Réponse à la question 8. Comment, à votre avis, va évoluer la consommation? Elle va chuter à cause de l'arrêt du crédit à la consommation. Les banques ne vont plus faire crédit aux agents économiques pour consommer. Rappelez-vous que beaucoup d'Américains consommaient avec le crédit, donc la demande va fortement chuter, ce qui aura un impact sur la production des entreprises. Comme vous pouvez le constater, l'investissement, la production et la consommation poursuivent leur chute tout au long des années 1930 à 1933, que ce soit l'automobile, le bâtiment ou la distribution, ce qui va provoquer une grande dépression et un chômage massif. Des millions d'Américains se retrouvent en difficulté. De même, ce sera le retour de la pauvreté et le retour aussi des soupes populaires. Beaucoup de personnes n'ont plus assez de revenus pour subvenir à leurs besoins. Donc pensez bien que si les personnes n'ont plus de revenus, la consommation et donc la demande est vraiment réduite à son minimum. Sans compter que bon nombre d'économistes de l'époque pensaient que pour relancer l'activité, il fallait baisser les salaires. Ainsi, les entreprises pouvaient reconstituer leurs marges. Toutefois, pensez bien que si vous baissez les salaires, la consommation va elle-même baisser. Réponse à la question 9. Après le krach boursier, la crise bancaire, la crise économique, quel mal frappe les États-Unis? Il s'agit d'une crise sociale. Les banques américaines qui avaient investi en Europe vont demander aux banques européennes de restituer au plus vite les avoirs qu'elles y avaient placés afin de pouvoir éponger leurs pertes. Cela va contaminer l'Europe puisque en Europe, en effet, les banques avaient utilisé cet argent américain en fait, pour réaliser à leur tour des prêts à des sociétés. Par exemple, en France, la société André Citroën avait obtenu un prêt de la banque pour pouvoir investir sur du long terme. Or, encore une fois, ici sur du court terme, les banques vont réclamer leur dû. On revient toujours à peu près au même problème. Les entreprises investissent sur du long terme. Or, les personnes qui prêtent, que ce soit les banquiers ou les actionnaires, exigent une rentabilité sur le court terme. C'est vraiment ce qui revient à chaque crise économique. Comme vous pouvez le constater en haut de la page 13, les États-Unis réclament à l'Allemagne, ce qui est normal, de rembourser les réparations liées à la guerre. Or, l'Allemagne ne peut plus payer, donc le moratoire Hoover va suspendre ces remboursements et en 1932, la conférence de Lausanne va définitivement les supprimer. Par contre-coup, la France et la Grande-Bretagne demandent également de ne plus s'acquitter de ces dettes. Cela va renforcer en fait un petit peu un isolationnisme entre les différents pays et le commerce international forcément va se rétracter. Les Américains vont ensuite faire voter des lois de neutralité. Le but est surtout d'éviter d'entrer dans une guerre parce qu'on sent bien qu'il y a des tensions entre l'Allemagne, la France et les Anglais. Donc du coup, les Américains ne veulent pas se mêler à une nouvelle guerre et demandent par exemple à ce qu'il y ait une loi qui s'appelle le carry and cash. Ça veut dire que si jamais les Européens veulent de la marchandise venant des États-Unis, il faut qu'ils amènent leur propre bateau pour chercher la marchandise. Ainsi, s'il y a un problème lors du retour, si le bateau est coulé par un navire par exemple allemand, les Américains n'auront pas à entrer en guerre. Et la deuxième chose, il faut le payer cash. On ne fait plus crédit. Vous voyez, donc tout ça va faire des tensions entre les différents pays et le commerce international va venir un peu en retrait. Vous voyez, cette crise de 1929 ressemble aussi à la crise asiatique de 1997, tout simplement parce qu'il va encore une fois y avoir un retrait massif de capitaux américains qui ont été placés dans des pays étrangers. Donc ici, ce n'est pas en Asie, mais en Europe, et on va demander à récupérer ces prêts rapidement. Vous voyez, cette crise de 1929 ressemble aussi à la crise asiatique de 1997, tout simplement parce qu'il va encore une fois y avoir un retrait massif de capitaux américains qui ont été placés dans des pays étrangers. Donc ici, ce n'est pas en Asie, mais en Europe, et on va demander à récupérer ces prêts rapidement. Ce que nous enseigne cette crise, alors si on prend les théories, vous avez les théories de Laurent Walras ou David Ricardo, donc des classiques et des néoclassiques,
qui pensaient qu'en baissant le coût du travail, en baissant les salaires, l'économie allait repartir. Résultat, cela n'a pas fonctionné. Ensuite, on a une deuxième théorie que l'on peut utiliser, celle de Jean-Baptiste C., donc, qui nous dit, lui, de son côté, la loi des débouchés. En fait, toute production supplémentaire va forcément rencontrer sa demande. Or, ici, ça n'a pas été le cas. Les Américains ont eu de la surproduction et cela aboutit en fait à une crise, finalement à une crise, notamment parce que la demande était en plus alimentée par le crédit. Autre problème, celui de la suraccumulation de capital et de surproduction industrielle qui va faire baisser la rentabilité des entreprises, développée par Marx, et cela va aboutir à une crise. Effectivement, c'est ce qui est arrivé à la crise de 1929. Voilà, il y a plein d'autres causes qui ont pu causer cette crise. Je vous laisse lire cette page et essayer d'en retenir un maximum d'informations. Vous l'avez compris, cette crise est d'abord un problème lié à la bourse, au Credit Action qui a fait que beaucoup d'agents économiques ont spéculé en bourse. Donc il a fallu créer un organisme, c'est la SEC, le Security Exchange Commission, qui va se créer aux États-Unis en 1934. Alors en fait, il s'agit d'une autorité de marché, un petit peu comme l'AMF en France, qui va avoir pour rôle de surveiller les marchés financiers. La SEC va ensuite demander à l'ordre des experts comptables américains de commencer à réfléchir à créer des règles de comptabilité afin de fournir une information parfaite concernant la comptabilité des entreprises. C'est ainsi que vont naître plus tard les US GAAP, donc qui sont les principes américains de comptabilité. En effet, la crise de 1929 est principalement due à un problème d'information comptable. Comme vous pouvez le lire, avant la crise de 1929, aucune obligation comptable n'existait chez les sociétés américaines. C'est la crise qui est due à une déficience de l'information comptable qui ne reflétait pas l'image fidèle des entreprises qui a eu pour effet de conduire les autorités américaines à imposer des normes financières aux entreprises. Autre problème, le problème des banques. Les banques, en fait, avant 1933, pouvaient disposer de l'argent de leurs déposants, des épargnants, pour l'investir librement en bourse, par exemple, ou alors faire des prêts à d'autres épargnants. Et il n'y avait pas de séparation en fait, entre leur activité d'investissement et leur activité commerciale de banque. Donc en 1933, une loi va être passée, c'est la loi du Glass-Steagall, qui va séparer les activités d'affaires des banques et les activités commerciales. Vous voyez, il est bien marqué que la loi Glass-Steagall établit une incompatibilité rigoureuse entre les métiers de banque de dépôt et de banque d'affaires. Elle interdit à toute banque de dépôt de posséder une banque d'affaires ou d'acheter, de vendre ou de souscrire à des titres financiers, domaine réservé aux banques d'affaires. À l'inverse, il est interdit aux banques d'affaires d'accepter les dépôts de simples clients, ce qui relève exclusivement des banques de dépôt. En 1999, les principales banques vont mettre la pression sur le gouvernement américain pour abroger cet acte. Ce que fera le gouvernement américain, apparemment, il n'y avait plus aucun danger. Les banques de dépôt et les banques d'affaires pouvaient être confondues. Il n'y avait pas de risque. Pourtant, on a vu ce qui s'est passé en 2008. Vous remarquerez tout de même que des années 50 jusqu'au début des années 2000, il n'y a pas eu de crise majeure dans l'économie. Et comme par hasard, il y avait le Glass-Steagall Act. En juillet 1944, les accords de Bretton Woods vont être signés. C'est une nouvelle organisation du système monétaire international qui va alors prendre forme. Je vous laisse regarder en fait les grands principes de ces accords de Bretton Woods. Vous noterez bien que le dollar américain va être la monnaie de référence. Les accords de Bretton Woods verront aussi la création d'un organisme chargé d'encourager la stabilité financière, c'est-à-dire le FMI, ici le Fonds monétaire international. Il y aura aussi la création de la Banque mondiale. Enfin, en 1947, 23 pays signeront les accords du GATT, censés améliorer le commerce international. Un économiste va alors apporter des solutions aux problèmes de la crise de 1929. Il s'agit de John Maynard Keynes. Alors, Keynes, qu'est-ce qu'il propose? Il propose tout simplement d'abandonner temporairement les grands principes de l'économie libérale.
Keynes va leur proposer une double relance monétaire et budgétaire par l'État. Une relance monétaire, c'est-à-dire pratiquer des taux d'intérêt relativement faibles. Cela va permettre par exemple aux entreprises de pouvoir emprunter et de relancer leur activité. De même pour les rentiers, cela pose un gros problème. Plutôt que de laisser leur capital dormir sur un compte qui rapporte beaucoup parce que les intérêts sont élevés, comme les intérêts seront relativement faibles, pour eux, ce sera beaucoup plus intéressant d'investir dans une entreprise par exemple. La deuxième relance est budgétaire. Il faut arrêter de vouloir absolument un budget équilibré. On peut imaginer que pendant 2-3 ans, l'État va se mettre à dépenser pour relancer l'économie. Alors Keynes avait même dit une fois une petite boutade, on pourrait pratiquement payer des chômeurs pour creuser un trou et les reboucher ensuite. Le principal, c'est qu'ils aient une activité rémunérée, qu'ils puissent après consommer et ainsi relancer la consommation. Vous voyez, si on s'intéresse davantage à la consommation, c'est une véritable politique de la demande. Alors, le gros avantage, par exemple, si on embauche des chômeurs pour leur faire creuser un trou, par exemple, c'est qu'un salaire leur serait versé et ils pourront consommer. Forcément, cela risque de créer un déficit budgétaire, mais ce n'est pas grave puisqu'il est que temporaire. Une fois que l'économie sera repartie sur de bons rails, l'État pourra à nouveau se désengager et pratiquer une politique davantage libérale. De même, la croissance économique permettra de rembourser petit à petit les déficits créés par la relance budgétaire. De même, lorsque l'économie retournera à meilleur régime, les taux d'intérêt pourront à nouveau augmenter. Cette nouvelle approche de l'économie de Keynes sera en partie appliquée par le nouveau président américain Franklin Roosevelt. Alors je dis en partie parce que Keynes préconisait des déficits budgétaires, or Franklin Roosevelt est pour une relance budgétaire mais ne désire pas avoir des déficits budgétaires. Le New Deal va ainsi permettre la relance de l'économie américaine. Ce fut un succès. Par contre, certains détracteurs diront que c'est plutôt la Seconde Guerre mondiale qui a permis à l'économie américaine de retourner à plein régime. Un petit conseil, essayez de retenir comment Keynes a proposé de relancer l'activité économique pour les Américains et pour le monde entier d'ailleurs. Pour le programme, on ne vous demande pas de savoir par cœur la crise de 29 ou la crise de 97 ou la crise des subprimes. Ce qu'on veut que vous compreniez, c'est comment fonctionne une crise économique, quels sont les grands principes qui font qu'elle va se déclencher, quels sont les moyens d'agir contre une crise économique. Chaque crise a ses propres caractéristiques, mais en revanche, elles ont toutes des points communs. Pour vous, il sera intéressant de faire pour l'année prochaine une petite fiche qui résume un petit peu comment se déroulent les crises, qu'est-ce qui se passe au début des crises, quelles sont les conséquences. Par exemple, on a vu que dans les différentes crises, qu'il y avait beaucoup d'investissements qui se faisaient à l'étranger et lorsque la crise se produit, on demande à très court terme de rapatrier les fonds. Et cela augmente, accentue la crise. Ensuite, on a des organismes qui vont venir aider. Vous avez par exemple le FMI qu'on a déjà vu pour la crise de 1997.